Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio. Toute l'actualité des réseaux sociaux, des influences qui se trament dans les coulisses des réseaux sociaux avec Guillaume Bigot. Bonjour à vous Guillaume. Bonjour Jean-Marie Bordry. Et avec Juliette Briens. Bonjour à vous Juliette. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, très bien, très bien. On est ensemble jusqu'à midi, chers amis, au programme aujourd'hui Guillaume. Alors on va parler, on va rendre un petit hommage à Samuel Paty. On va aussi parler des buzz de la semaine avec l'arrestation du leader de la Ligue de défense noire et le buzz que ça a créé sur les réseaux. On va aussi parler du wokisme qui atteint les héros, les super-héros. Et puis on reviendra sur la déclaration scandaleuse qui a fait buzzer de Philippe Poutou. La police tue, et on y reviendra avec un policier lui-même qui est aussi un influenceur, Abdoulaye Kanté. Et on aura le grand plaisir de recevoir le romancier et cinéaste Yann Moix. On parlera avec lui de la violence, du happy slapping et surtout, la question du jour, c'est peut-on rire de tout sur les réseaux sociaux ? Et peut-on rire de tout ? Ça, c'est une question qu'on continuera toujours à se poser. Chers amis, cette émission Politique sous influence traite des réseaux sociaux. Et il se trouve que dans la famille des réseaux sociaux de Sud Radio, une information très importante vient de nous parvenir. Nous sommes 400 000, plutôt vous êtes 400 000 les amis à vous être abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Oui, 400 000 ça se fête. Ah, ça se fête. C'est plus que la ville de Nice. Encore 80 000 et ce sera la ville de Toulouse. C'est plus qu'hier mais moins que demain. Exactement. 500 000 demain. 400 000 abonnés les amis sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Chaîne YouTube sur laquelle d'ailleurs vous pouvez retrouver nos invités, nos chroniques et nos émissions, dont celle-ci Politique sous influence. Et tout de suite, c'est parti. Mais nous allons commencer d'abord, Guillaume, par un sujet autrement plus grave. Cette émission traite des réseaux sociaux et il y a un an, jour pour jour, un homme, un professeur, était assassiné à la suite d'un mensonge qui avait déclenché une cabale sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et à cet égard, on pourrait considérer que Samuel Paty a été victime des réseaux sociaux. Il est mort par les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, puisqu'il y a un militant islamiste qui s'appelle Abdelhakim Sifrioui, qui a posté une vidéo, et c'est cette vidéo qui a été vu par ce jeune Tchétchène, lequel, 10 jours après, a été décapité, ce professeur. Mais finalement, je pense que parmi tous ces horribles attentats, cette litanie épouvantable de gens écrasés sous les roues d'un camion, qui ont été rafalés par des kalachnikovs, qui ont été égorgés, décapités, il y a quelque chose de particulier dans l'assassinat de Samuel Paty. D'abord parce que c'est un professeur et que ces professeurs étaient en train d'enseigner la laïcité. C'est tout sauf neutre, puisque c'est précisément ceux qui transmettent à nos enfants nos valeurs, ceux qui leur disent la vérité sur ce que nous sommes, qui a été décapité. Et donc on voit bien où ils veulent en venir. Le premier qui dit la vérité, on lui coupe la tête. La deuxième chose qui me paraît vraiment frappante, c'est que c'est justement sa gentillesse, sa bonté, sa tolérance, finalement, qu'il a perdu, puisqu'il a voulu ménager les élèves musulmans, et ça lui a été reproché, finalement. Eh bien, je crois qu'il faut en finir une bonne fois pour toutes, avec ce que le romancier David Dinota appelle brillamment, le port de la tolérance intégrale dans notre pays. Il faut en finir avec ce respect bidon, avec cette tolérance feinte, avec ce vivre ensemble artificiel. Oui ou non, nos compatriotes musulmans sont nos compatriotes, donc nos frères. Pour moi, ils le sont. Et s'ils le sont, on peut leur dire ce que nous pensons sans craindre de les froisser. Voilà, la lâcheté, ça suffit. Cette lâcheté, elle fait en sorte que l'accusé devienne l'accusateur. Elle fait en sorte que par peur du bourreau, on s'en prend à la victime. Et ça, c'est pas possible. Il faut en finir avec le pas de vague. Au contraire, il faudrait qu'il y ait une vague, une lame de fond, un tsunami. Il faut que ceux qui instruisent en permanence le procès du pas d'amalgame comprennent qu'ils sont les complices des islamistes qui exercent un chantage permanent. Car les Français sont trop intelligents, ils ne sont ni bêtes ni méchants, ils font évidemment la part du feu entre les gens qui sont croyants et musulmans et entre les islamistes. Et donc Samuel Paty avait dit de manière presque avec un pressentiment étrange avant de mourir, il avait dit à ses proches « Je voudrais que ma vie et que ma mort servent à quelque chose ». Eh bien, la mort de Samuel Paty doit servir à rappeler une bonne fois pour toutes aux Français que leur devise, notre devise, ce n'est pas lâcheté, égalité, fraternité, c'est liberté, égalité, fraternité. Et les hommages à Samuel Paty se multiplient dans toute la France. En ce moment même, le Premier ministre Jean Castex du côté de Paris. Vous disiez, arrêtons d'avoir peur des vagues. Eh bien, justement, tiens, surfons sur les vagues. Les actus de la semaine, c'est avec Juliette Briens.
Alors, cette semaine, on a enfin retrouvé des nouvelles de Sylvain Affoy, le président de la LDNA, dissoute le 29 septembre dernier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le leader a en effet été interpellé le mardi 12 octobre et au cours de son arrestation, il a lui-même posté une vidéo sur le compte Instagram de la LDNA qui compte encore aujourd'hui 90 000 abonnés et qui a fait son petit buzz sur les réseaux sociaux. Vous allez entendre que la dissolution de son mouvement ne lui a pas coupé la chic en matière de combat anti-police. Sylvain Affoy, qui est le fondateur, qu'on entend. Regardez, la police vient de m'interpeller. Je vous ai dit qu'il m'harcèle. Il est 6h30 du matin. On me réveille, on réveille mes enfants, on m'interpelle. Que tout le monde le sache, que les policiers veulent me tuer. Vous êtes en train de voir, ils sont me tuer. Marcel, c'est pas en deux mots. Hein. Voilà, donc selon une source policière, l'arrestation s'inscrit dans le cadre des dégradations et des violences perpétrées au sein de la mairie de Val-de-Reuil. On en avait déjà parlé ici sur Sud Radio. Oui, 4 personnes ont d'ailleurs été placées en garde à vue. Sur ces réseaux, Sylvain Affoy parle également de rafles, qui rappellent les périodes très sombres de la France. Tout en nuance, monsieur Affoy. Plus tard, dans un communiqué également posté sur les réseaux sociaux, le compte Facebook, cette fois-ci, 100 000 abonnés. Le mouvement dissous a informé ses fans que tous les militants arrêtés avaient finalement été relaxés. Le communiqué remercie leur soutien et déplore la négrophobie institutionnelle qui sévit encore en France. J'ai relevé un tweet de l'internaute @daviddobski qui s'interroge au fait la LDNA a encore son compte Facebook. On peut pas en dire autant d'autres mouvements dissous par le ministre. Ouais, ça c'est vraiment curieux en fait. Il n'y a aucun parallélisme, disons, entre ce qui se passe dans le monde virtuel sur les réseaux et ce qui se passe dans le monde réel. Dans le monde réel, il y a notamment une raison pour laquelle on peut dissoudre une organisation comme la LDNA, c'est ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public. Autrement dit, si des opinions ou si des mouvements peuvent créer de la violence, eh bien on les interdit. Or, ce qui est vraiment frappant, c'est que lorsque quelque chose est dissous pour raison d'ordre public, le compte peut être maintenu. Et c'est ce qui se passe avec M. Affoy. Son compte est toujours actif sur les réseaux. Donc on peut vraiment se poser la question de savoir ce qui se passe, quels sont les critères qui sont utilisés par ces réseaux sociaux pour fermer ou ne pas fermer des comptes. En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'il continue à s'exprimer assez librement et en fait à tenir tribune sur les réseaux sociaux, alors même que normalement son organisation a été dissoute. Vous savez que dans les années 60, les Mao, les trotskistes, etc. avaient un slogan, c'est le fond de l'air est rouge. Eh bien, je pense que dans la Silicon Valley, le fond de l'air est woke en réalité. Juliette, vous allez nous apprendre que Superman et même James Bond n'échapperont pas à cette vague woke, c'est ça ? Oui, dans un épisode à paraître des aventures de Superman, John Kent, le fils héritier des super pouvoirs de Clark Kent, embrasse un homme. La personne dont John Kent tombe amoureux est journaliste comme son père, mais la différence du duo que représente la journaliste Clark Kent formée avec Lois Lane, donc Clark Kent, Lois Lane, il s'agit cette fois d'un couple d'hommes. C'est le 11 octobre qui coïncide aux États-Unis avec la journée nationale du coming out que DC Comics a annoncé le numéro à paraître le 9 novembre révélerait la bisexualité du nouveau Superman. Donc immense tollé sur les réseaux, les plus conservateurs s'indignant que la culture woke et inclusive s'immisce à ce point-là dans les récits de leurs super-héros préférés. Une bataille numérique a donc débuté entre ces derniers et ceux qui trouvaient que cette nouvelle inclusivité était plutôt quelque chose à célébrer, soulignant le fait qu'il s'agissait en plus de John Kent et non pas de Clark Kent dans cette partie du récit. Cette polémique intervient en plus quelques jours après la sortie effectivement du nouveau James Bond qui s'appelle Mourir peut attendre, qui lui aussi avait fait couler de l'encre sur les réseaux. Dans ce nouvel opus, James Bond reste incarné par Daniel Craig, mais ce dernier est en exil en Jamaïque. En son absence, c'est Nomi, incarnée par Lashana Lynch, donc qui va reprendre le numéro 007. C'est-à-dire la licence de tuer 007. Exactement, et assurera l'intérim en quelque sorte. C'est la première fois qu'une femme incarne ce rôle, a fortiori une femme noire. L'actrice s'était d'ailleurs exprimée à l'occasion de la sortie du film. Elle avait dit « Je fais partie de quelque chose qui s'annonce très révolutionnaire. Elle a déclaré « Dans chaque projet dans lequel je m'implique, peu importe le budget ou le genre, j'incarne de façon 100% authentique l'expérience d'être noire. » Et donc le même type d'affrontement a eu lieu sur les réseaux que celui opposant les partisans du Superman vintage à celui du Superman postmoderne. Bon, maintenant hétéro, ça veut dire vintage, c'est mignon ça. C'est comme ça qu'ils le voyaient en tout cas. Les uns refusant donc catégoriquement qu'une femme qui plus est d'origine extra-européenne puisse prendre la place du commandeur écossais et les autres
pointant du doigt une fermeture d'esprit grotesque, confirmant la réalité du racisme en France. Je vais juste citer quelques tweets à succès, celui par exemple de @ScarletWitch. Mais le dernier James Bond, en fait, vous dites qu'il est woke ou juste parce que une femme respire dedans. Voilà. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, mais pourquoi aussi finalement C'est ça la question qu'il faut se poser, parce que c'est un peu anecdotique finalement le type de sexualité, etc. ou qui va succéder à James Bond, et pourquoi pas d'ailleurs une jeune femme avec la peau noire britannique qui viendrait à succéder à James Bond. Évidemment, il en existe dans les services secrets britanniques. C'est pas le sujet. Ce qui était intéressant quand même, il y a deux choses qui me semblent vraiment frappantes, c'est que c'est comme si quelqu'un avait donné un signal d'un seul coup pour que l'ensemble des publicités, l'ensemble de tout ce qui peut finalement refléter, être symbolique, eh bien, se colorise d'un seul coup et se wokise d'un seul coup, et qu'on mette en avant ces minorités dites invisibles d'un seul coup, d'un seul. Donc là, finalement, c'est vrai que c'est assez étrange. Non pas que ça soit perturbant en tant que tel, mais ça signifie quelque chose, me semble-t-il. Et en réalité, là, il est question de héros, de super-héros. C'est vraiment la projection, on peut dire, subliminale du mâle blanc dominant de la toute-puissance anglo-saxonne américaine. Ouais, enfin, ça aurait pu être avec un autre super-héros qui s'appelle Black Panther aussi, hein, si vous voulez. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en avait déjà. Vous pouvez vous identifier à Superman si vous en êtes amoureux aujourd'hui. Guillaume Bigot, vous n'êtes pas partageux, Juliette, ou pas ? Pour James Bond, en tout cas, la couleur de peau pour moi n'a rien à voir. Par contre, une femme, je suis désolée, moi je trouve ça. C'est 007, hein, ceci ne s'appellera pas Jane Bond. C'est James Bond, c'est aussi. C'est la remplaçante. C'est le gentleman anglais qui drague tout ce qui bouge, qui joue. Et donc, si il faut faire une autre franchise avec un espion femme, faisons-la. Mais c'est à peu près ça. James Bond. En tout cas, James Bond, voilà. Mais c'est vrai que c'est à peu près ça, parce que globalement, vous avez une transition. Vous avez la fin du cycle Daniel Craig qui incarne toujours. D'ailleurs, je vais pas vous raconter la fin du film. Il lui arrive quelque chose. Vous l'avez vu ? On m'a dit. Ne spoilez rien. La pub avait été faite vraiment sur cette question woke, mais qu'en fait le film était très bien. Non, absolument. Et tout se passe d'ailleurs pour le mieux. Et quoi qu'il en soit, un autre James Bond reviendra plus tard avec un autre acteur. On ne sait pas qui ce sera. Et il y a une femme, cette actrice justement, qui fait l'intérim de 007. Ça fait débattre, les amis, parlons vrai sur Sud Radio. Tiens, on va parler des policiers. On était dans les agents secrets, on va parler des policiers dans quelques instants. La police qui se fait insulter dans la politique. Guillaume. Exactement, la déclaration de l'ancien candidat NPA Philippe Poutou sur les réseaux sociaux a allumé le buzz, puisqu'il a dit la police tue, et on entendra un policier qui est lui-même un influenceur réagir à cette déclaration incendiaire. Et vous verrez que sur les réseaux sociaux, la police se fait aussi insulter tous les jours. À tout de suite sur Sud Radio. Sous influence, toute l'actualité des réseaux sociaux et de la politique sur Sud Radio jusqu'à midi avec moi Juliette Briens et Guillaume Bigot. On parle de la police, Guillaume. C'est ça, Juliette, vous revenez sur l'onde de choc qui a été provoquée par la déclaration. Alors, il est à nouveau candidat, Philippe Poutou, il faut le dire, du NPA. Il a dit la police tue. Et avant ça, ou en même temps, je ne sais pas, on va accueillir Abdoulaye Kanté, qui est un policier, qui est aussi un influenceur. Mais peut-être vous allez nous expliquer ce qu'a dit Philippe Poutou et ce qui a buzzé sur les réseaux. Alors, invité de France Info, Philippe Poutou était interrogé mercredi soir sur les violences policières à la suite de propos controversés d'un adjoint LFI à la mairie de Cachan qui s'appelle Dominique Lanoé et qui nous a dit cela. Écoutez. Je croyais que le but de la police, c'était de protéger la population. C'était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer, parce que c'est ça la signification en bon français courant. Voilà, merci. Tuer la population, monsieur ? Oui, excusez-moi, j'ai pas très bien compris la fin de... Voilà, et donc c'est donc sur ce passage donc était interrogé Philippe Poutou, et voici ce qu'il a répondu. Je veux dire plus méchamment. Oui, la police tue, évidemment, la police tue. Il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Donc oui, il y a une violence policière, on peut le dire, je crois. Et la police tue, c'est pas pareil. Ben, la police tue, elle a tué, elle tue. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure. Une police qui peut tuer, parce qu'en fait, elle est armée, surarmée, et elle est dangereuse.
Voilà, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, suite à ses propos, annoncé qu'il allait déposer plainte contre Philippe Poutou. C'est sur Twitter qu'il l'a annoncé. Je cite: les propos du candidat envers la police sont insultants et indignes d'un élu de la République. Au nom du ministère et pour défendre l'honneur de tous les policiers, je dépose plainte. La sortie de Philippe Poutou a également évidemment énervé la police. Interviewé jeudi sur LCI, Denis Jacob, le secrétaire général du syndicat Alternative Police, s'est dit particulièrement en colère contre la sortie de Philippe Poutou. Je ne comprends pas qu'une telle personne qui a la prétention de devenir président de la République puisse débiter autant de conneries en si peu de temps. Le ministre de l'Intérieur a évidemment reçu un grand soutien de la part de plusieurs dirigeants de partis politiques, comme par exemple Valérie Pécresse qui s'est fendue de ce tweet: de tels propos sont outrageants, la police emploie la force pour protéger nos lois, nos biens et nos compatriotes. Philippe Poutou devrait répondre de cette déclaration irresponsable devant la justice. Mais Philippe Poutou a aussi reçu sa part de soutien, commencé par le délégué syndical de Sudrail, Ahnès Kazib, qui a aussi annoncé son soutien au candidat sur Twitter. Je cite: solidarité avec Philippe Poutou face aux intimidations de Darmanin. À quelques jours du 17 octobre, il faut l'affirmer haut et fort. La police tue et en toute impunité. Darmanin veut faire taire la dénonciation des crimes policiers et insulte toutes les familles des victimes. Et il y a même eu, Guillaume, encore un hashtag Juliette, avec un certain succès qui est même monté un peu en tendance, hashtag soutien Poutou, qui a été créé notamment par d'anciens gilets jaunes. C'est pas la maman de Philippe Poutou qui a fait ça? Non. D'anciens gilets jaunes, je vais en citer un ou deux. Liliane Clémence, soutien à Philippe Poutou, parce que on n'oublie pas toutes ces violences policières subies par les gilets jaunes dès le début, lors des manifestations. Bon, effectivement, tollé garanti. Tollé garanti, c'était un peu fait pour ça, on va dire. Mais il me semble quand même qu'il faut rappeler des bases, c'est-à-dire l'État a le monopole de la violence légale, de la violence légitime. C'est Max Weber. C'est à ça que sert l'État. On peut dire que l'État, finalement, il sert paradoxalement à faire en sorte que les citoyens ou les gens d'un pays ne s'entretuent pas. Et paradoxalement, c'est la raison pour laquelle l'État a le droit de tuer. Et finalement, l'État, c'est aussi l'armée. Et quand ça va trop loin, l'État diligente une enquête. Autrement dit, c'est là ce qui est scandaleux. C'est pas de dire que l'État peut tuer, c'est dire que l'État est fait pour tuer et qu'il tue volontairement. En fait, quand l'État tue, malheureusement, c'est qu'il n'a pas d'autre choix. En théorie, en tout cas. On en parle avec notre invité, Abdoulaye Kanté, qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour à vous, Abdoulaye. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio, policier de métier. Ouais. On pourrait dire influenceur parce que très présent sur les réseaux sociaux. Guillaume. Oui, je suis ravi qu'on vous ait dans notre émission. Bonjour, cher Abdoulaye. En fait, vous avez 20 ans de service impeccable dans la Marine nationale, dans la police, et vous êtes devenu, vous allez peut-être nous expliquer, peut-être à votre corps défendant, le symbole d'une France courageuse, d'une France debout. Vous êtes policier, vous êtes syndicaliste, mais vous êtes aussi finalement influenceur. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous-même et vos collègues, vous exposez votre vie, vous faites barrage de votre corps pour protéger la République, parfois pour à peine plus que le SMIC. Et lorsque vous entendez un Philippe Poutou essayer de se refaire la cerise en disant que la police tue, vous n'avez pas envie de donner des claques ? Juste une petite précision, cher Guillaume, en fait, je suis pas syndicaliste et c'est ce qui fait un petit peu la typicité de la parole que je porte à travers, non seulement les réseaux sociaux, à travers les médias. Autant pour moi. Je vous remercie de me donner la parole parce que il est arrivé depuis certaines années qu'en fait, on était, on va dire, soumis, assujettis au devoir de réserve. Parce qu'effectivement, le policier n'a pas le droit de parler d'affaires en cours, etc. Mais là, depuis un certain temps, une certaine frange de la population, pas tous, qui essaie de nous emmener vers un terrain, on va dire, très glissant, c'est-à-dire la haine. La haine qui est au quotidien, la haine qu'on subit, c'est-à-dire dans le quotidien, parce que nous sommes des policiers qui sont au service des personnes, et que quand on voit qu'un élu qui concourt à la magistrature suprême, c'est-à-dire à la présidence de la République, j'ai envie de vous dire que c'est quand même choquant. Parce que quel message il donne à cette population qu'on protège? Vous savez, le terme que nous utilisons, les policiers, c'est protéger. Protéger, ça a un certain sens. Protéger, souvenez-vous, en novembre 2015, ces policiers du quotidien, un policier de la BAC et un commissaire qui étaient les primo-intervenants au Bataclan et qui ont abattu quand même un terroriste et qui sinon il aurait pu faire un bain de sang. Vous avez raison de le rappeler, Abdoulaye. À cette époque, la police a été applaudie. Est-ce qu'il peut dire la même chose pour, par exemple, parce que cet élu de Cachan, sachant que quelques années plus tôt, en 2015, dans la commune d'à côté, à Montrouge, cette policière qui a été lâchement abattue par un terroriste et qui n'était pas armé, est-ce qu'il peut dire ça de la même chose? Et ce monsieur Poutou, je pense que quand il concourra à la magistrature suprême, qui assurera sa sécurité?
Bon, je crois que je vous avais répondu à ma question. Vous pensez qu'effectivement, il y a des claques qui se perdent. Bon, est-ce que le ministre Darmanin a bien fait de porter plainte ou pas, d'après vous? Écoutez, je pense qu'il était nécessaire que notre hiérarchie, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, puisse monter au créneau pour nous défendre. Parce qu'à un moment donné, je l'ai dit dans une publication, on ne se taira plus. On ne se taira plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez des policiers qui sont prêts, des femmes et des hommes, 150 000 femmes et hommes qui sont prêts à verser le sang pour la quiétude des Français, il est nécessaire qu'on soit défendu. Vous savez ce qu'on appelle cela? De la discrimination. C'est une forme de discrimination parce que vous êtes policier, donc ça vous donne le droit de nous cracher dessus. Mais justement, sur les réseaux sociaux, vous en prenez plein la tête, non? Et vous-même, vous êtes à la fois policier et influenceur, on l'a dit tout à l'heure. C'est par les temps qui courent, c'est pas un peu risqué d'être policier et influenceur? Mais j'ai envie de vous dire, mais pourquoi devons-on s'excuser de travailler à la sécurité des Français? C'est ça en fait. Vous savez ce que je dis à mes filles? Mes filles sont fières de moi. Parce que quand vous savez qu'il y a des policiers qui sont obligés de se cacher, c'est-à-dire des policiers qui sont obligés de déménager, il n'y a pas qu'il y a quelques jours, vous avez vu, il y a eu des inscriptions dans un quartier où des policiers, c'est-à-dire leurs femmes, leurs familles ont été affichées juste par intimidation. On sait comment s'appelle votre femme, on sait comment est votre enfant. C'est ça aujourd'hui ce qui est grave en fait, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons des personnes comme des personnalités publiques, et c'est ça qui est encore plus honteux, des personnalités publiques qui distillent ces messages de haine. Mais pourtant, ne soyons pas dupes, 70% de la population soutiennent la police. Mais cette frange minimaliste qu'on entend, cette minorité hurlante que j'appelle, est en train de abrutir le cerveau de ceux qui ont sensé d'esprit. Merci infiniment Abdoulaye Kanté. On rappelle que vous allez sortir un livre d'édition Fayard, Flics de la République. En tout cas, je sais que vous en prenez plein la tête sur les réseaux, de toutes parts, mais on est aussi très 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 nombreux, je pense une très vaste majorité à vous admirer. Merci. Et on vous retrouvera d'ailleurs assez bientôt dans Les Vraies Voix Sud Radio avec Philippe David, Philippe Bilger, Philippe Rossi et toute la bande entre 17h et 19h15 sur Sud Radio. Chers amis, restez avec nous sur Sud Radio puisqu'on est ensemble jusqu'à midi. Politique sous influence, on va parler d'un nouveau mot, traduction de Juliette Briens à venir dans quelques instants. Le happy slapping, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler aussi avec notre invité exceptionnel qui fait son entrée dans le studio, Yann Moix. À tout de suite sur Sud Radio. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio. Toute l'actualité des réseaux sociaux, les influences qui se trament derrière les réseaux sociaux. Avec moi, Juliette Briens, Guillaume Bigot. On parle de gifles et de vidéos, Guillaume. C'est ça, c'est un concept que Juliette va décrypter pour les boomers que nous sommes, ou presque boomers, pardon, je ne sais pas d'insulte. Merci. Le happy slapping, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est le fait de filmer et de poster sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, une vidéo d'agression ou de polyagression. Et ça, slap, c'est gifler et happy, c'est heureux. Tout en rigolant. Tout en rigolant, évidemment, en se délectant de la violence. En français, ça s'appelle du sadisme. Voilà. Ok, sadisme visuel. On va parler de ça, on va parler également du dérapage de Gaëtan Matisse et on a l'immense plaisir d'avoir avec nous Yann Moix. Yann Moix, j'ai lu, il faut que je vous fasse un aveu, j'ai lu ses premiers textes avant même qu'ils soient publiés et je lui ai conseillé de l'envoyer directement à Lagarde et Michard. Vous savez, c'est l'anthologie de la littérature française. Blague à part, ça fait 20 ans que je m'engueule à peu près sur tout, que je suis d'accord sur rien avec Yann Moix, mais ça fait 20 ans aussi que je suis ébloui par sa capacité à transformer des mots MAUX, le plomb des mots, en mots MOTS qui sont ciselés comme des diamants dans ses bouquins et même dans ses films d'ailleurs. Et je pense que Yann, vous êtes retrouvé souvent dans la situation de l'homme par qui le scandale arrive. Donc on va parler de scandale tout à l'heure avec Gaëtan Matisse, mais vous avez aussi été confronté à la violence, à une violence crue, épouvantable. Donc vous allez sans doute avoir des choses à nous dire sur ce happy slapping. Le 8 octobre, les internautes ont découvert une vidéo très choquante qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux. On peut y voir l'agression d'une enseignante dans une salle de classe du lycée Jacques Prévert à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne. La séquence montre un jeune élève bien décidé à quitter la salle de cours. Restez là. Comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Yacine, vous êtes avec eux. Et ne me touchez pas, Yacine. Et on peut décrire l'image d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à un moment il ouvre de force la porte et il la pousse par terre. Il se saisit de la poignée et ouvre violemment la porte de classe, ce qui a pour conséquence de projeter brutalement la malheureuse professeure, d'abord contre le mur puis à terre. Le rectorat de Créteil a indiqué que le proviseur du lycée professionnel de Comble-la-Ville devait porter plainte contre le lycéen ayant filmé et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. La vidéo a été vue plus de 1,6 million de fois, ce qui a permis le buzz retentissant dont elle a fait l'objet. Et après le buzz vient le temps de la justice,
Mercredi 13 octobre dernier, le lycéen a comparu devant le tribunal correctionnel de Melun et a été condamné par la justice pour son geste. Tout juste majeur, il a écopé d'une peine de 5 mois de prison avec sursis, probatoire de 2 ans. Il n'ira donc en prison que s'il réitère son geste similaire dans la période donnée. Il devra effectuer également 140 heures de travail d'intérêt général. Une autre répercussion intéressante, c'est la réaction de Marlène Schiappa. La ministre chargée de la citoyenneté a expliqué à nos confrères de France Info avoir demandé la suppression de la vidéo des réseaux sociaux. On l'écoute. Écoutez, moi j'ai relancé quelque chose qui avait été créé par Bernard Cazeneuve quand il était ministre de l'Intérieur. Ça s'appelle le groupe permanent de contact. C'est une réunion tous les mois entre les services du ministère de l'Intérieur, les plateformes et les réseaux sociaux. Et c'est à cette occasion justement qu'on partage un certain nombre de contenus, de demandes de suppression, mais aussi de demandes d'information pour lutter contre le terrorisme, contre la djihadosphère, également pour tout ce qui concerne la haine en ligne et les contenus dangereux, pédocriminels, apologie du terrorisme, des contenus qui relaient des faits manifestement illicites, faits qui sont des crimes ou des délits, on demande de le supprimer. Bon, pour l'instant, moi, je suis allée vérifier moi-même sur à peu près partout, Twitter, Facebook, Instagram, et j'en passe. La vidéo est toujours disponible. Elle est partout. Oui. Une autre histoire de vidéo ultra-violente sur les réseaux sociaux cette semaine qui a provoqué l'effroi de tous les internautes, c'est cette attaque, ou plutôt ce lynchage du jeune Yanis dans la banlieue de Montgeron. La vidéo effroyable montre un jeune qui se fait tabasser par une dizaine d'autres adolescents entre 15 et 18 ans. On entend d'abord les hurlements de la victime essayant de lui venir en aide, et des personnes, qui essaient de lui venir en aide, mais on entend surtout le rire abject, plus proche d'un ricanement de hyène de l'auteur de la vidéo, visiblement très amusé par le déferlement de brutalité. Tout de suite sur les réseaux sociaux, la vidéo est relayée et l'agression est désignée comme étant un caractère homophobe, car les bourreaux interpellaient leurs victimes avec des, je cite, sale pédé, sale gay, arrête de marcher comme un pédé, etc. Et Yanis a finalement accepté de témoigner et de livrer son récit sur le plateau de TPMP avec notre confrère Cyril Hanouna sur C8 mercredi soir. Je peux vous dire que, vous en doutez, son témoignage noue la gorge. On entend vraiment cette souffrance immense, mais surtout, j'ai voulu retenir un passage qui m'a paru essentiel à la question que nous voulions vous poser sur Sud Radio aujourd'hui. Voilà ce qu'ils m'ont dit après. J'ai pris fuite et je suis rentré chez ma mère et j'ai rien dit à personne parce que j'avais peur et honte. T'as rien dit à personne? Non. T'en as pas parlé tout de suite? Non, c'est le commissariat qui avait appelé ma mère pour dire qu'il fallait que je m'aie parce que s'il n'y avait pas eu cette vidéo, il n'y aurait pas eu tout ça en fait. J'aurais rien dit. T'avais des douleurs quand même? J'avais des douleurs, j'avais des marques, mais chez moi j'avais de quoi me soigner. Du coup voilà. Tu comptais rien dire? Ouais, exactement. Voilà, donc là on comprend bien en fait que sans la présence de cette vidéo sur les réseaux sociaux, Yanis n'aurait jamais porté plainte et les agresseurs n'auraient jamais été mis face à leurs responsabilités. C'est ça, toute l'ambivalence de cette affaire est là. C'est-à-dire que d'un côté on sait bien que la violence est mimétique, on sait bien que si on projette des images de violence, ça va déclencher d'autres violences et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas ces images, eh bien, on ne le voit pas. Finalement, on ne le voit pas et on peut parfois d'ailleurs ne pas le réprimer. Ça constitue aussi des preuves. Donc c'est quand même assez complexe cette affaire. Yann, il faut diffuser, il ne faut pas diffuser ces images. Alors attendez, on va ouvrir le micro d'Yann Max. Le temps qu'il soit ouvert, on accueille à nouveau. Est-ce qu'il faut la diffuser ou pas? C'est la position en tout cas officielle de Marlène Schiappa qui veut censurer ce genre d'image. Pour éviter que ça ne se propage. Je les diffuserai évidemment pas, mais ce qui est très intéressant, et on l'avait vu avec l'assassinat du Pierre Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est que les acteurs des faits doivent être en même temps les acteurs des films. C'est-à-dire que quand on parle de France Orange Mécanique, c'est pas simplement le contenu du film Orange Mécanique, c'est aussi le contenant, c'est-à-dire que c'est le film Orange Mécanique. C'est ça. Et si vous voulez, les acteurs aujourd'hui doivent être acteurs des faits et acteurs du scénario qu'ils sont en train de dérouler en temps réel. Et donc il y a des millions de petits Kubrick aux petits pieds qui ont décidé de faire leur Orange Mécanique portatif. Et il est évident que, premièrement, aujourd'hui, on ne voit pas... C'est arrivé près de chez vous, quoi. On ne voit pas la réalité si elle ne passe pas par le truchement de l'image. On l'avait bien vu avec Daesh, qui avait fait un truc très très pervers, c'est que Daesh, pour donner un effet de réalité aux images de décapitation ou de crémation, était obligé de passer par des petits films, et même... Mettez en scène, d'ailleurs. Parfois avec des plans de coupe. Et ce qui m'avait vraiment mis la puce à l'oreille sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y avait eu un pilote qui avait été brûlé vif dans une cage en verre, exactement. Et pour donner un effet de réalisme, ils avaient fait un plan de coupe avec un mannequin, parce qu'il s'était dit que si c'était trop réaliste, alors les gosses qui ont l'habitude de regarder des films d'action, etc., perdraient en réalisme si c'est trop vrai. Et donc là, on voit bien qu'il y a une volonté de faire comprendre ce qui se passe uniquement parce que c'est filmé. C'est-à-dire que si on le voyait dans la rue, sans passer par le truchement du film, on y croirait moins qu'en voyant le film. C'est tellement ignoble qu'on dirait un film.
En fait, il y a un effet de caméra qui est aujourd'hui nécessaire pour faire admettre que c'est vrai. Et ça, c'est les générations de l'image. On n'avait pas prévu ça, nous, les générations de l'écrit. Donc on peut admettre quand même qu'il n'y aurait eu aucune répercussion peut-être pour cette agression sans que la vidéo soit... Et vous avez raison sur une chose, c'est le phénomène de mimétisme. C'est même pas que chacun veut passer à l'acte, c'est bien pire que ça. Chacun veut faire son film. Chacun veut faire son film. Et il se trouve que les films les plus vus sont des films dans lesquels on casse des gens, on frappe des gens, on tue des gens. Et il y a ce truc dont je suis pratiquement persuadé, c'est que la violence est un prétexte au film. Et on se dit que si on tabasse quelqu'un, on a des chances d'être followé. D'accord. Et je pense que si par exemple on filmait pour faire un bon film qu'on tape les gens, si on va au bout de votre raisonnement. S'il y avait 14 millions de followers pour une fleur qui pousse, je suis pratiquement persuadé qu'on aurait un peuple d'herboristes. Mais l'être humain étant consubstantiellement fasciné par la violence, c'est plus rigolo de voir un mec à terre se faire plomber. Oui, parce que les vidéos sont d'abord postées sur les comptes Snapchat en fait des intéressés. C'est comme ça qu'ils gagnent des followers effectivement. Et après, elles choquent et elles sont relayées sur Twitter a posteriori. Ils présentent ça comme un trophée. En tout cas, ils en sont extrêmement fiers. C'est un trophée, oui. Ouais. Et on entend dans les rires de toute façon des. Il y a une forme de. C'est quand même un phénomène de désinhibition. Le fait que ça se répande comme une épidémie, vraiment ça se répand comme une traînée de poudre. La violence est devenue un support nécessaire au filmage. C'est-à-dire que si on ne filme pas de la violence, on filme rien parce qu'il n'y a rien à filmer. Soit si on ne filme pas la violence, il n'y a plus rien d'intéressant à filmer. Donc la violence est simplement le contenu de ce contenant, et on a un truc qui est à la fois de véritablement mettre en scène les choses, parce qu'il y a aussi un effet d'ego, un effet de gloire, un effet de compétition, et qui est presque plus important que le contenu du film. C'est ça qui me fascine. Et on l'a vu d'ailleurs dans le terrorisme. Dans les terrorismes, il y a une compétition. Il y a un concours de sexe entre les terroristes. On n'en parle jamais de ça. Mais c'est « Ah, il a fait ça, je vais faire mieux ». C'est-à-dire qu'en fait, au XXIe siècle, on ne parlera plus du syndrome Andy Warhol. On parlera du syndrome Daesh, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est pas le quart d'heure de célébrité, là, c'est la minute... Quart d'heure d'horreur. Ouais, c'est la minute de violence. La minute de violence. Et il y a une inflation des vidéos parce qu'on veut être la vidéo la plus vue. Il y a un concours de sexe, en fait, par le truchement de l'image violente. Ça, c'est un sujet très intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas dire, finalement, qu'à l'heure de YouTube, YouPorn, etc., pas YouTube, excusez-moi, de YouPorn, mais ma langue a précisément fourché, là où la pornographie est disponible, quand on a des gigantesques supermarchés numériques, la véritable pornographie, c'est le goût pour la violence. En fait, la pornographie, c'est quoi ? C'est quand on peut voir des images qui d'habitude ne sont pas faites pour être vues. Un couple qui fait l'amour, c'est pas fait pour être vu par des millions de gens. Eh bien, je dirais la même chose. Des gens qui tabassent quelqu'un dans une ruelle, normalement, jusqu'à récemment, c'était fait pour ne pas être su. C'est-à-dire que la grande révélation, la grande révolution, c'est que maintenant la violence est faite pour être vue, alors qu'avant on se cachait pour frapper. Donc il peut y avoir une forme d'addiction aussi. Comme Guillaume vient de le dire, il a raison, c'est de la pornographie. Sauf que la pornographie aujourd'hui ne s'applique plus strictement au sexe. Elle s'applique à ce qui d'habitude n'était pas fait pour être vu, des décapitations, des crémations, des passages à tabac. Et aujourd'hui, ce qui a changé, et c'est pour ça que c'est pornographique, c'est que ce qui était occulté et caché avant, aujourd'hui, est exhibé, comme un sexe. Mais justement, si on fait l'analogie, si on pousse l'analogie avec la pornographie, finalement, la pornographie, c'est quand même la pulsion... C'est une représentation visuelle de la pulsion sexuelle, mais la pulsion sexuelle, elle existe. Donc cette pulsion sexuelle, elle peut devenir éventuellement de l'amour. Là, cette pulsion violente, elle existe, mais cette société ne veut pas la voir. Elle dit que ça n'existe pas. Mais il faudrait la transformer en force. Mais exactement. On est des anciens des troupes de marine. Pourquoi on ne transforme pas en force cette pulsion violente ? D'abord, vous avez raison de le dire, mais comme à l'époque, on ne voulait pas voir les films pornographiques sortir, on les a censurés. Cacher ce sexe que je ne saurais voir. Là, on ne peut pas les censurer. Et par ailleurs, c'est la pornographie amateur. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que les films de violence en tant que tels ne peuvent plus intéresser avec des acteurs. Il faut que ce soit des anonymes, il faut que ce soit des inconnus. Et il y a cette chose... Par rapport à la superproduction Daesh, Mongeron, c'est un peu le Jackie et Michel du coin. Oui, et vous savez, c'est marrant que vous disiez ça, parce que qu'est-ce qui cartonne sur les sites pornographiques ? C'est pas les trucs léchés, si j'ose dire, c'était pas avec des belles lumières, des grands metteurs en scène de porno. C'est précisément ce qui est Jackie et Michelisé, c'est-à-dire, je me souviens très bien de Jean-Pierre Mocky qui a fait un porno dans sa vie, et il montrait... Avec qui vous avez fait un film ? Oui, mais pas le porno. Et il montrait... Ça vous regarde. Ça s'appelait Le Bénévole, et ça portait bien son nom, j'ai toujours pas été payé. J'ai encore des dossiers sur vous. Et Mocky disait qu'il filmait les boutons sur les fesses des acteurs, etc. Quand je lui dis, mais Jean-Pierre, pourquoi t'as... Il me disait, parce qu'il faut que les gens puissent s'identifier. C'est ça. Tout est dit. La projection. L'amateurisme, il faut que les gens puissent s'identifier. Il faut avoir l'impression que c'est toi qui frappes la victime. Et donc, faut-il les censurer ou pas ?
Il faut pas les montrer sur YouTube. Une fois qu'elles sont postées, c'est incensurable. C'est incensurable. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un droit de suite à exercer? C'est-à-dire que finalement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir un jour sanctionner les gens qui ont fait ça, parce que c'est une transgression, ça a été vu des millions de fois. Il faudrait qu'en fait, il y ait une sorte de réparation aussi visuelle. C'est-à-dire que les tribunaux, une fois qu'ils sont passés, les conseils de discipline, une fois qu'ils sont passés, voilà, on montre les types la corde au cou en leur disant, voilà, t'as joué, t'as perdu, t'as payé. Et ça, il faudrait l'envoyer sur les réseaux. Il faudrait un contre-feu ou pas, Yann? Oui, mais les magistrats ne sont pas tous, hein, ils font souvent bien leur travail, mais ils ont quand même des logiciels qui datent du XXe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est numérique échappe à la plupart des tribunaux et des juristes. Oui, XXe siècle version pacifisme face à la montée du fascisme. Nous, on a le même âge, à peu près à un an près. On a connu l'époque où il y avait une compétition entre le virtuel et le réel. Aujourd'hui, c'est différent. On sait que la véritable réalité aujourd'hui, c'est le virtuel. Et que la réalité réelle est subsidiaire. Et en fait, seconde. Bon, la réalité commerciale va nous rattraper avec la pub, je crois. Après, il y a quand même une éclaircie au fond du ciel. Regardez par exemple l'exemple de Mila, qui arrive à faire traîner assez régulièrement ses menaceurs et ses harceleurs devant le tribunal. Quand même, ça progresse. Quoi qu'il en soit, restez avec nous. Yann Moix, restez avec nous évidemment. Juliette Briens et Guillaume Bigot, puisque vous êtes aussi chez vous, politique sous influence. C'est jusqu'à midi sur Sud Radio. Dans un instant, on se retrouve pour parler d'humour ou pas. Est-ce qu'on peut rire de tout? On en parle avec Yann Moix. À tout de suite sur Sud Radio. Sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio avec Juliette Briens et Guillaume Bigot et notre invité, le romancier Yann Moix. On va revenir sur le cas Gaëtan Matisse, cet humoriste moyennement drôle, peut-être, on va dire ça comme ça, qui voulait booker le Bataclan le 13 novembre pour Zemmour afin que celui-ci puisse retrouver ses partisans. Donc, il est inutile de dire que ça a déclenché un bad buzz, Juliette. Ouais, l'humoriste donc Gaëtan Matisse a provoqué l'indignation des internautes samedi après avoir publié la veille un post sur Facebook dans lequel il dit qu'il aurait aimé, donc comme vous l'avez dit, une rencontre entre Éric Zemmour et son public au Bataclan le 13 novembre 2015, le jour des attentats. Le 8 octobre, sur ses stories Facebook et Instagram, il a écrit ces mots en lettres blanches sur un fond noir. Le message a très vite été capturé par les internautes et republié sur Facebook, Instagram, Twitter, samedi en milieu de journée, et la réaction d'Éric Zemmour ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Voici son tweet. Cet humoriste, ami de Yacine Bellatar, souhaite le massacre par les djihadistes de tous ceux qui me soutiennent. De quel côté est la violence? Il a donc réagi. Gaëtan Matisse, faut dire qu'il se produit habituellement sur scène à Paris, dans le théâtre Point Virgule. Samedi soir, la salle a décidé d'annuler ses prochaines représentations. Parmi ses autres prestations, dont les vidéos ont été largement déterrées et repostées sur les réseaux sociaux, j'ai déniché pour vous un extrait d'un de ces spectacles sur scène dont je vais vous laisser juger du contenu. Ils font jamais plus de 20% des votants. Donc ça fait réellement quoi, 10% des Français. 10%, ça fait 6 millions de personnes. Cette même extrême droite a quand même démontré que 6 millions de personnes, ça peut disparaître très rapidement. C'est une idée que je balance comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Mais si ça peut nous permettre de rouvrir les hauts fourneaux de Florange et de sauver Alstom... Oui. Juliette Briens, effectivement, bon, ça c'était une blague. Ça c'était sur scène, voilà. C'est juste pour que vous puissiez vous juger. Et après, donc, on rouvre les fours, il a dit ça. Hein, exactement. Dans un communiqué, lui aussi publié sur les réseaux sociaux, le théâtre Point Virgule condamne sans ambiguïté la sortie de Gaëtan Matisse, mentionnant que ses équipes ont fait l'objet de menaces, insultes et violences verbales toute la journée de samedi. Sur Instagram, Gaëtan Matisse est revenu sur le scandale dans un communiqué dont le ton a également choqué les internautes, parce que c'était un petit peu méprisant. Il dit tout ça c'était une blague qui a été mal comprise. Je fais un gros bisou sur le front d'Éric Zemmour qui a été blessé. Bon voilà. Et après ça, dans l'émission TPMP, il est apparu la tête baissée, se plaignant à juste titre d'avoir fait l'objet de menaces et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et là encore, la réaction des internautes ne s'est pas fait attendre. Les twittos ont immédiatement ressorti une vidéo datant d'il y a quelques années et dans laquelle il justifiait le même traitement pour la jeune Mila. On l'écoute. Derrière, elle ajoute non mais moi, je dis ce que je pense, ok, liberté d'expression. Alors, quand tu penses de la merde, souvent, tu dis de la merde. Il y a un effet vase communicant. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'en face, les gens peuvent répondre. Et là, le problème, c'est qu'elle n'était pas du tout prête à ce qu'on lui réponde, Mila. Non, parce que comme tous les gens qui brandissent l'étendard de la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'ils disent des énormes conneries, et puis quand tu leur réponds, ils sont là à dire « Non mais liberté d'expression, ok, il y en a marre !»
Voilà, donc là, il parlait bien de la jeune Mila, et connaisseur, et puis donc là, il ne tient plus le même discours, puisqu'il lui arrive exactement la même chose. Et voilà. Et la question se pose donc, les propos de Gaëtan Matisse tombent-ils sous le coup de la liberté d'expression, ou du droit à l'humour, ou sous le coup de la loi? Et également, y a-t-il une différence avec des blagues d'humour noir sorties sur scène et les mêmes sorties sur les réseaux sociaux? Quelle est la différence? Bon, on a le droit évidemment d'être un humoriste sans aucun talent, mais est-ce qu'on a le droit de raconter ça, Yann Moix? Juliette vient de dire la chose la plus importante. Question de support. Cette histoire aurait pu être une de Charlie Hebdo dans les années 70-80. Moi, ça me choque pas du tout ce qu'il a dit. Si c'est sur scène ou à la une de Charlie Hebdo ou autre, ça me choque pas du tout. En revanche... Bon, c'est la fameuse phrase, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ça me dérange pas, c'est de l'humour noir. Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que le support choisi, c'est Twitter. Or, là, il y a une ambiguïté. Parce que tout d'un coup, Twitter, on n'est plus sur une scène. On est à égalité avec des internautes qui ont le droit d'être choqués, à juste titre. Et si vous voulez, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est deux choses. La porosité entre l'humour et le sérieux, parce que tout d'un coup, Twitter neutralise le côté comique. Tout d'un coup, c'est une expression libre, certes, mais politisée. Ce n'est plus un spectacle. Il n'y a pas des gens qui ont payé pour voir un type qui dit « Bon, pendant 1h30, c'est pour de faux et on déconne ». Là, c'est un geste de citoyen de publier sur Twitter. C'est la première chose. Et la deuxième, et c'est là la perversion, c'est qu'il sait très bien qu'il va déclencher une polémique en disant ça. Il le veut peut-être. Il le veut, c'est le quart d'heure warolien. Il va se faire, sur les victimes du Bataclan, une publicité. Et il a bien pris garde de ne pas le faire sur scène, parce que sur scène, il n'y a que les 5 spectateurs qui vont voir régulièrement qui auraient été au courant. Sur Twitter, il sait ce qui va déclencher, et il va ensuite venir pleurnicher pour les menaces de mort aussi. On sait très bien qu'aujourd'hui, n'importe quel propos est menacé de mort sur Internet. C'est du pipeau, les gens qui passent à l'acte ne menacent jamais sur Internet, mais enfin... Et si vous voulez, tout ça est très pervers. Je l'ai dit, mais je suis humoriste, donc c'était pour déconner. Oui, mais tu l'as pas dit dans un registre d'humour. Tu l'as dit dans un lieu où tout le monde s'exprime. Donc tu n'es plus humoriste quand tu t'exprimes. Et cette espèce de perversion qui consiste à jouer toujours sur 2 tableaux de manière interchangeable. Je suis humoriste quand ça m'arrange, je ne le suis plus quand ça m'arrange pas. Je suis humoriste quand je le dis, mais au moment où je présente mes excuses, je ne le suis plus. C'est de l'humour, et tout d'un coup, ça n'en est plus. Là, je suis absolument inquiet de cette dérive qui a d'ailleurs commencé avec Dieudonné quand il a fait venir Florisson sur scène. Il y a une politisation de l'humour et une humorisation de la politique qui est dangereuse. Cette porosité entre des imbéciles qui ont un quotient intellectuel assez faible, des références lacunaires, une vision du monde aveugles et borgnes, qui tout d'un coup se mettent à égalité avec des penseurs sur ce qui s'appelle Twitter, où un professeur du Collège de France ou Umberto Eco peut être parlé d'égal à égal avec Gaëtan Matisse, et si vous voulez, les gens sur Twitter essayent de se faire contaminer eux-mêmes par la célébrité ou l'exigence intellectuelle d'autres interlocuteurs, premièrement, donc ils se mettent à égalité avec des intellectuels, et deux, ils s'exposent évidemment à la foule. Donc ils savent ce qu'ils font. Elle est là, la perversité. Et donc la même phrase, pas postée sur les réseaux sociaux, mais dite sur scène, ne dérange pas. Non, ça pourrait être une de Charlie Hebdo. Moi, je suis pour la liberté d'expression totale. Moi, j'ai pas vu, excusez-moi, je n'ai pas vu le ton humoristique. J'ai vu un souhait profond. Oui, parce que sur Twitter, tout d'un coup, ça neutralise tout. Ça neutralise l'humour, c'est ça ? Là, sur scène, il y a un contexte. Ça fait 1h30 qu'on rigole. Des choses les plus tabous. On a le droit. Là, il n'y a plus de contexte. Il y a un public qui vient pour ça, d'ailleurs. Par définition, sur Twitter, il n'y a pas de contexte. Oui, la phrase, il ne peut pas dire c'est isolé d'eux. La phrase, il n'y a pas de contexte sur Twitter. Mais surtout un instant des réseaux sociaux, il va y revenir, cette histoire d'humour trash, en fait. Vous étiez très jeune, vous avez aussi expérimenté l'humour trash. Je ne vais pas revenir sur cet épisode, c'est assez... Mais... Finalement, est-ce que c'est pas quelque chose, quand vous l'avez vécu, vous n'avez pas revenu là-dessus en disant mais il y a quelque chose, il y a une forme d'humour qui est quand même malsaine, qui est quand même méchante, quoi, finalement. Et comment on fait la part entre... Écoutez, moi, dans l'histoire qui m'est arrivée, d'abord c'était une polémique sur des dessins qui avaient été diffusés à 12 exemplaires. Bon, voilà. C'était ce genre d'humour. De toute façon, c'était pas pour être diffusé à grande échelle. Non, c'était 12 exemplaires. C'était ce genre, c'était ressorti par ma famille et mon frère pour me nuire, pour pas que j'ai le concours. Donc c'est autre chose. Il y a un procès là d'ailleurs que je suis sans doute en train de gagner. Mais vous êtes revenu dessus en disant finalement ça n'allait pas, quoi. Non, mais tout simplement, moi, à l'époque, j'avais lu une bande dessinée qui avait été interdite par Pasqua, qui s'appelait Hitler égale SS par Villemain. Et c'était des blagues sur la Shoah, etc. Bon, à l'époque, quand j'avais 20 ans, ça me faisait beaucoup rire. J'ai essayé de faire la même chose en moins drôle. Pour être très honnête avec vous, Guillaume, 30 ans plus tard, ça me fait plus rire du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des choses entre-temps qui ont évolué. La société a évolué.
les mœurs ont évolué et il y a de l'humour qui n'est plus acceptable. L'humour change lui aussi. J'ai chez moi les aventures de Blondin et Cirage. Un petit noir qui s'appelle Cirage et un petit blond qui s'appelle Blondin, dessiné par JG, un des dessinateurs de Spirou. Je peux vous dire une chose, c'est qu'en 1954, ça faisait rire. Quand on lit ça aujourd'hui, ça fait froid dans le dos, mais c'est bien aussi qu'on voit que la société évolue et c'est grâce... C'est un marqueur de l'évolution. Voilà, des mœurs. vous avez tout dit, c'est-à-dire que c'est un marqueur. L'humour montre à quel point une société peut évoluer. Il y a un humour désuet, il y a un humour qui ne passe plus. Hitler égale SS me faisait rire en 1987. Et donc celui-là, sur le Bataclan, il passe. Alors dans un spectacle, quand des gens payent pour entendre cet humour-là, ils ont le droit de rire de ça. J'ai le droit aussi de ne pas en rire, mais en tout cas, hors spectacle, c'est autre chose. Et on a le droit aussi de vous lire, mon cher Yann Moix. Merci beaucoup. Votre dernier roman s'intitule Reims. Il est dans les meilleures librairies et il est sorti chez Grasset. Merci de votre invitation, cher Guillaume. Merci à vous, Yann Moix, d'être venu sur Sud Radio dans Politique sous influence. Guillaume Bigot, Juliette Briens, on vous retrouve samedi prochain. Avec plaisir. De 11h à midi, soyez sages. D'ici là aussi. C'est pas garanti. Demandez ça à Bigot. C'est très risqué. Oui, c'est très risqué, effectivement. D'ici là, la journée continue sur Sud Radio. 0826 300 300. Le numéro que vous composez pour interpeller Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau. Tout autre programme tout de suite. On parle auto, toute l'actualité de l'automobile tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.